Il est membre de l'Institut universitaire de France, ancien élève de Julien Freud. Il développe la sociologie qu'on pourrait appeler compréhensive et phénoménologique dans la lignée de Georges Simmel, Max Weber ou Carl Schmitt. Nous accueillons maintenant Michel Maffezoli qui a développé le concept d'écosophie qu'il nous présentera très brièvement. Michel Maffezoli, bienvenue à vous sur la scène de la Maison de la Chimie. À ses côtés, nous accueillons François Bousquet, qui est rédacteur en chef de la revue Éléments, qui est le directeur de la Nouvelle Librairie, qui a un grand stand donc dans la salle attenante. Il est journaliste, il a publié l'année dernière Courage, manuel de guérilla culturelle, et tout dernièrement, le nom m'échappe, c'est Biopolitique du coronavirus. François Bousquet, merci de l'applaudir, merci d'être avec nous François. Tac, tac. Voilà, merci. Je vais plutôt me mettre là, mettez-vous à côté, ce sera plus simple. Alors, j'ai proposé à Michel Maffezoli et François Bousquet, tout d'abord, de prendre un petit peu de temps, 10 minutes chacun, pour présenter la biopolitique ou l'écosophie. Ce sont quand même des concepts novateurs, tout à fait en lien avec les interrogations de cette journée. Je vais céder la parole à Monsieur Maffezoli. En 2 mots, ce concept d'écosophie et quel lien avec le thème de la journée? Vous m'aviez accordé 10 minutes. 10 minutes, tout à fait. J'en prendrai 12. Bon, on verra ça. J'ai chronométré. Avant cela, non, franchement, je ne fais pas de concept, moi. D'accord. Hein, je laisse ça aux coiffeurs et aux journalistes. Hein, tout le monde fait des concepts. Je suis allé faire mes études à Stuttgart et à l'époque, c'était Mercedes. Hein, la publicité de base, c'était Mercedes ein Begriff. Hein, Mercedes, un concept. C'est pour ça que je laisse le concept aux métallurgistes. Hein, maintenant, voilà. Je dis quelques mots. Voilà. Et les mots que je vais dire, un peu des banalités de base, hein, chacun a ses idées obsédantes avant que nous rentrions en discussion. Un peu ma sonate de Vinteuil, si je puis dire, c'est de rappeler que notre cerveau reptilien, la culture, ce qu'on a sucé avec le lait maternel, en fait, c'est, si j'emploie ici là un gros mot, c'est la sotériologie, qui est une exception culturelle, une exception cultuelle. Il y a un salut. Saint-Augustin l'a montré, l'économie du salut aboutissant à l'économie stricto sensu. L'histoire du salut aboutissant à l'histoire stricto sensu et à la philosophie de l'histoire hegelienne. Puisque vous avez rappelé que j'avais eu l'occasion de rencontrer Carl Schmitt, je cite une phrase de lui dans Théologie politique au chapitre 3. Tous les concepts prégnants, là c'est des concepts pour lui, de la théorie moderne, de l'État, sont des concepts théologiques sécurisés, sécularisés. Et de la même manière, Karl Levitt un peu plus tard, parlait de la sécularisation du modèle religieux, qui aboutissait dans la foi au progrès. Et voilà ce qu'est, dans le fond, la grande idée moderne, c'est le progressisme, le mythe du progrès. Moi, c'était mon idée de base, ma thèse d'État dans les années 70, où j'avais fait une critique très forte du mythe du progrès, appuyée justement par l'idéologie du service public. Alors, à l'opposé de ça, si je puis dire, eh bien, pour reprendre ici une formule qui est une formule de Joseph de Maistre, un peu ironique par rapport à Descartes, le bon sens et la droite raison réunis, montrent que d'une certaine manière, au-delà de ce linéarisme, et je vous rends attentif à cela, encore une fois une banalité de base, il y a des cycles, il y a des époques. En grec, le mot époque signifie parenthèse. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse se ferme. Pour moi, est en train de se fermer la parenthèse moderne, ce qui ne veut décadence de cette modernité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait plus rien. Décadence, quelque chose tombe. Et à ce moment-là, il y a une renaissance, et je suis de ceux qui considèrent que, bien évidemment, le mot fait un peu peur, il y a la postmodernité qui est en train de naître actuellement, ce que provisoirement nous appelons postmodernité, et que l'on pourra nommer un peu plus tard. Quand il y a une mutation, il faut trouver les mots. J'ai bien dit, des mots qui deviennent peu à peu des paroles fondatrices et peut-être se formaliseront en concept. Mais dans l'état qui est le nôtre actuellement, trouver les mots les moins faux possibles. Où trouve-t-on ces mots? Certainement pas dans la société officielle.
J'ai été influencé par un grand philosophe et sociologue allemand, Georg Simmel, qui rappelait qu'il y avait toujours un roi clandestin de l'époque, au-delà de ce qui régissait apparemment. Et ce roi clandestin, il est à chercher certainement pas, encore une fois, dans ce qui est institué, mais dans la société officieuse, le secret, la centralité souterraine, et ce que j'ai appelé pour ma part la puissance populaire opposée au pouvoir institué. Et donc être attentif à cette puissance populaire, cela qui nécessite bien sûr un effort contre justement cette espèce d'ignorante légèreté de notre âge. Pour le dire en d'autres termes, échapper à la médiocrité de la médiacratie, qui tente à dominer de plus en plus. Alors voilà, balancement, époque. Bien sûr, cela a été souligné tout à l'heure par M. Soulier. Prométhée, c'est Apollon aussi, le rationalisme. Prométhée, n'oublions pas que Prométhée déchaîné était la figure emblématique de Karl Marx. Et à l'opposé de cela, il y a Dionysos, qui est mon petit dieu chéri, personnellement. Et Dionysos, c'est un dieu, n'oublions pas, un dieu chtonien, autochtone, rattaché à cette terre-ci, au Dasein. Voilà en quelque sorte le balancement qu'il faut avoir à l'esprit. Sorokin l'avait souligné, des moments rationalistes, dire non à la vie, des moments sensualistes, dire oui, oui tout de même à l'existence. Voilà. Alors en diagnostic et en pronostic, très rapidement, le diagnostic, c'est que c'est la logique de la domination qui a été la grande marque spécifique, la caractéristique essentielle de la modernité. Deux noms, Descartes, l'homme comme maître et possesseur de la nature au milieu des discours de la méthode. Et pour les gens de ma date, on nous faisait apprendre le Synode de Corneille par cœur. Je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être et le serai encore, etc., etc. Voilà, on a là en quelque sorte cette grande idée de domination qui a été qui a reposé sur, Gilbert Durand l'a bien montré, le principe de coupure. Le corps, l'esprit, la nature, la culture, le matériel, le spirituel, etc. Domination, dévastation, si je reprends ici une expression heideggerienne. Alors à l'opposé de cela, dans ce balancement, pronostic, mon pronostic, ce que j'appelle donc, je dis bien, j'insiste là-dessus, on me l'a souvent reproché, sensibilité postmoderne. Je dis bien, c'est une sensibilité, quelque chose qui n'est pas encore formalisé, qu'il est difficile de théoriser, mais qui repose essentiellement, au-delà du principe de coupure, sur, encore une fois, le holisme, l'interaction, le qualitatif de l'existence. Dès lors, c'est plus simplement le rationalisme prédominant qui reste celui de la société officielle, qui reste celui des élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire. Mais qu'à l'opposé de cela, il y a, le mot n'est pas heureux, mais je le dis tout de même, une sorte de corporéisme. Je reprends ici, d'une manière plus simple, ce que Merleau-Ponty appelait la chair du monde, les strates dans lesquelles nous sommes en quelque sorte intégrés. Traduisant cela, je dirais, même si l'expression n'est pas heureuse, une invagination du sens. Le matrimonium, la matrie de Chateaubriand, quand il parle de Cambourg, le vrai et beau mystère de l'incarnation. Voilà ce qu'est la sensibilité écosophique. C'est-à-dire, au-delà de l'économie stricto sensu, celui qui donne la loi à l'oikos, à la maison, au-delà de l'écologie, je n'aime pas le mot. C'est encore un savoir sur l'oikos. L'écosophie, c'est tout simplement une sagesse de la maison commune. Alors, comment l'aborder, cette écosophie? J'arrive à ma fin. Comment l'aborder? Je reprends ici une expression de Gilbert Durand, très belle. Le trajet anthropologique. C'est-à-dire non plus un sujet dominant, c'est ce qui est objectum, la nature inerte, mais un va-et-vient. Et la définition que donne Durand de ce trajet anthropologique, c'est comment la subjectivité va obéir aux intimations naturelles. Le mot intimation est très juste, ce qui nous oblige à une série de choses, à quelque chose. Voilà ce qu'est cette réversibilité écosophique ou holistique, n'hésitons pas à employer ce mot, un néo-fétichisme de la Terre, la deep écologie postmoderne, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la domination, mais de l'ajustement, de s'accorder. Et ça, c'est l'acceptation de la limite. Ce mot, on l'emploie sans trop y faire attention. En logique, le mot déterminatio, la détermination, qui vient de terminatio romaine, c'était la borne, tout simplement, qui délimitait le champ
permettant de donner le blé par rapport à l'infertilité du désert. La borne, c'était la limite. Et n'oublions pas qu'à côté de Jupiter existait ce fameux dieu Terminus, qui était la statue était sans jambes et sans bras, de manière à ce qu'on ne puisse pas le déplacer. Et c'est le dieu Terme. Et c'est à partir de là, je dirais, que le territoire, l'espace, la formule est très simple, je l'ai dit, le lieu fait lien. C'est-à-dire le rapport qui a existé, pas simplement à l'environnement social, mais ce rapport existant entre l'environnement social et l'environnement naturel. L'école de Palo Alto parlait à cet égard de proxémie. Voilà, si vous voulez, ce qui est en jeu. Le paradoxe que nous vivons actuellement, Goethe montre chaque moment naissant et paradoxal. Ma définition de la postmodernité, synergie de l'archaïque et du développement technologique. Démultiplication des effets, arché, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental, et Internet, les tribus et Internet, si je reprends des thèmes qui me sont chers. Voilà ce qu'est, en quelque sorte, pour moi, enfin, mes idées obsédantes, qui pourront permettre ici notre discussion, non plus le développementalisme, non plus cette sottise qui est le développement durable corrélatif de l'écologie. Mais, même si bien sûr ce terme ne peut pas être très utilisé, ce que j'appelle pour ma part, moi, l'enveloppementalisme, c'est-à-dire dans le fond renvoyer véritablement aux racines. Ce qui nous amène à un terme que toutes nos langues néo-romanes utilisent, italien, espagnol, portugais, ingresso. Nous ne l'avons pas en français. Une fois, il apparaît, le mot « ingre » sous la plume d'Élisée Reclus, géographe de la fin du XIXe siècle, et il montre en quelque sorte, c'est une énergie qui se focalise ici et maintenant. Et c'est cela, pour moi, le rythme de la vie, reo, rein, c'est ce qui va s'écouler à partir d'un point fixe, le problème de la tradition, ce que je traduirais par cet oxymore, enracinement dynamique. C'est à partir de la racine qu'il y a une force, la dynamisme, qui est à l'œuvre même dans la socialité contemporaine. Merci beaucoup pour ce premier exposé. Même exercice pour François Bousquet, avant de discuter. J'imagine que vous avez plein de réponses ou de questions à apporter qui viendront dans la discussion. Mais pour le public réuni ici à Maison de la Chimie, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le concept de biopolitique ? Bonjour, oui, le concept de biopolitique recoupe en partie celui d'écosophie. Concept, comme vous, Michel, il ne faut pas faire toute une montagne de ce terme. Un concept, c'est une hypothèse de travail sur laquelle on planche, on pense, mais après on peut le jeter, un concept, ça se jette. Et ce concept de biopolitique, on peut lui donner deux sens. Le premier sens, c'est celui que lui a assigné Foucault, il y a de cela 30 à 40 ans, et qui nous éclaire sur la crise du coronavirus, et qui explique en grande partie la manière dont les populations ont consenti au confinement. Et quand je dis les populations, je ne parle pas de la population française, je parle des populations mondiales, 3-4 milliards de personnes. Et après, il y a un sens qui me semble beaucoup plus intéressant et qui est au cœur de notre sujet, c'est-à-dire comment penser, bio, c'est le bios, c'est la vie, comment penser une politique du vivant, comment penser une politique de la vie, comment articuler les sciences humaines, les sciences politiques, et les sciences du vivant, c'est-à-dire la biologie, par exemple. Alors, on écrit un livre toujours en réponse à quelqu'un. Moi, j'ai écrit ce livre, La biopolitique, à chaud pendant l'épisode de Covid et pendant le confinement, parce que dans la salle, il y a certainement des gens qui sont comme ça. À la librairie, à Éléments, je suis cerné par les complotistes. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont complotistes. J'ai voulu leur répondre, leur dire que le complotisme me semble une hypothèse de travail, là, pour le coup, assez paresseuse. Et surtout que le complotisme, c'est un hommage involontaire à l'intelligence, à la ruse de notre adversaire. Donc, j'ai voulu leur répondre sur ce plan-là, en essayant de faire une généalogie du confinement. Et l'autre point qui me semble important, ça ne nous frappe plus aujourd'hui, parce qu'on n'a plus peur. Mais rappelez-vous, début mars, on ne savait pas du tout ce à quoi on avait affaire début mars. C'est un virus. Les virus réveillent, réactivent des peurs archaïques, celles qu'on nous a enseignées à l'école, sur les épisodes de peste, etc., de choléra. On ne sait pas ce qui se passe début mars. Et j'ai été fasciné, comme vous, par ce qui s'est produit le 17 mars à midi, en France. Il y a eu un appel à la démobilisation générale. Et j'ai été sidéré de voir à quel point les Français, moi inclus, avons regagné nos pénates, avons regagné notre nid, avec sans protestation. Avions-nous peur ? Et je crois que la peur est une dynamique que nous ne voulons pas envisager. Et il me semble qu'elle est assez importante. Et pourquoi avons-nous peur ? Et c'est là où la biopolitique me semble un concept opératoire. Que nous dit la biopolitique ? Foucault nous dit qu'au XVIIIe siècle, il s'est produit un changement dans le régime de la sensibilité européenne.
Il y avait un ancien régime, dans tous les sens du terme, un ancien régime religieux, un âge religieux, où le pouvoir négligeait la vie de tous les jours. La vie de tous les jours l'intéressait pas. Le niveau de cholestérol des Français n'intéressait pas l'Église. Il y a 200 ou 300 ans. On disait pas aux Français manger 5 fruits et légumes par jour. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'essentiel, il y a 300 ans, 400 ans, 500 ans, c'était pas de vivre, c'était de bien mourir, et de bien mourir religieusement. Enfin bref, l'important, c'était pas la cité terrestre, c'était la cité céleste. Et Foucault nous dit qu'avec l'avènement, en tout cas, c'est pas l'avènement, mais l'augmentation du processus d'individualisation. Au XVIIIe siècle, il y a un basculement du régime de la sensibilité européenne. Les pouvoirs, quels qu'ils soient, délaissent la cité céleste et ne se préoccupent plus que de la cité terrestre. Et en fait, il y a une explication à cela. Et c'est là où on se rend compte que les concepts, c'est rien du tout. Au milieu du XVIIIe siècle, il se produit une révolution hygiénique très importante, dont on n'a pas pris la mesure, me semble-t-il. C'est ce qu'un sociologue a appelé, Paul Lyonnais, pour ne pas le citer, le recul de la mort. Il s'est produit entre le XVIIIe siècle et nous, aujourd'hui, un effondrement de la mortalité infantile dans des proportions colossales, dont on n'a pas pris la mesure, et à quel point ça conditionne les philosophies. Entre le XVIIIe siècle et nous, la mortalité infantile s'est effondrée de 69. C'est colossal. Mais c'est encore rien. Il y a un continent que nous n'explorons pas, qui est le continent de la féminité. Entre le XVIIIe siècle et nous, aujourd'hui, la mortalité maternelle, c'est-à-dire la mortalité en couche, s'est effondrée de 131, ce qui est colossal. Ça veut dire que nous percevons différemment l'accouchement, nous percevons différemment l'enfant, que l'individualisme, en fait, est produit par les conditions biologiques. Vous savez, on s'interroge souvent pour savoir si c'est les féministes qui ont changé le statut de la femme. Non. Ce qui change le statut de la femme, c'est l'effondrement de la mortalité en couche. Ce qui change le statut de la femme, c'est la machine à laver. Ce n'est pas les féministes. Les féministes viennent dans un deuxième temps. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que ça induit comme changement dans le régime de la sensibilité? C'est cet effondrement de la mortalité infantile et maternelle. Eh bien, le statut de l'enfant change. L'enfant, c'est plus la reproduction. Il n'est plus là en tant que force de travail. Né l'enfant du désir d'enfant. Donc on est vraiment au cœur des processus d'individualisme. Ce qui fait qu'on va progressivement sacraliser la vie, puisque toutes nos vies sont importantes. Des chiffres, pour situer bien le débat. Au début du XIXe siècle, 2/3 des gens mouraient avant 60 ans. C'est-à-dire qu'il y avait une omniprésence de la mort. Aujourd'hui, 80% des gens, en France, meurent après 70 ans. Et parmi ces 80%, les 3/4 meurent à l'hôpital. Donc évidemment que ça induit un rapport à la vie, un rapport à la mort d'une autre nature que celui qui prévalait pour nos aïeux. Autrement dit, et pour être plus clair, c'est qu'aucune société, autre que la nôtre, n'a conféré une telle valeur à la vie humaine. Et nous ne voulons pas renoncer à la vie humaine. Vous, moi, nous tous. En tant que Français, en tant que mâle, moi je suis programmé pour vivre 79 ans. Les femmes pour vivre 85 ans. Et si jamais nous mourrons avant ce seuil, nous considérons que la société n'a pas rempli son rôle. Nous voulons tous durer jusqu'à 79 ans. Après, c'est le jackpot. À 80 ans, à 90 ans. Il ne vous a pas échappé, en tout cas pour ceux de ma génération, que nos parents, on a été très soucieux au début du confinement pour nos parents. On a tâché de les protéger, puisqu'on veut les maintenir, on veut les prolonger, on veut les faire durer. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est les populations, en fait, on croit que ce sont les pouvoirs qui ont imposé le confinement aux populations. Non, moi je fais l'hypothèse inverse, c'est l'hypothèse du livre. L'hypothèse du livre, c'est que ce sont les populations qui ont demandé tacitement le confinement au pouvoir. Et c'est le paradoxe de l'individualisme. Moi j'appelle ça le paradoxe de l'avare. L'avare, il n'est riche qu'à la mesure de mener une vie de pauvre. Il n'est riche qu'à la mesure de vivre chichement. C'est ça qui fonde sa richesse. Et nous vivons 80 ans, 79, 84, 85 pour les femmes, qu'à la condition de mener une vie confinée, qu'à la condition de ne pas vivre, en fait. Et c'est le paradoxe du confinement. C'est ce qu'Olivier Rey a appelé dans un livre, une brochure, qui vaut programme, l'idolâtrie de la vie. Et c'est comme ça, nous sommes prisonniers de cette idolâtrie de la vie. Raison pour laquelle nous avons autant de mal à être héroïques, à mourir sur le champ de bataille, puisque nous avons cette promesse qu'aucune société n'a pu connaître. Vivre jusqu'à 80 ans, sinon plus. Et on en reparlera dans la deuxième partie. Toutes les promesses du transhumanisme portent là-dessus. C'est comment arrêter. Nous sommes une espèce frappée de péremption, puisqu'à partir de 80 ans, nos corps se déglinguent.
Nous sommes une espèce frappée d'incomplétude, hein, frappée de finitude. Hein. Et le transhumanisme nous offre une autre promesse, mais ce sera le sujet de la deuxième partie de nos interventions respectives. Mais tout ça pour vous dire que je ne crois pas qu'il y ait eu un complot sur cette affaire de biopolitique. Je crois qu'au contraire, il y a une terreur qui est le parallèle de la sacralisation de la vie. Mais ça ne nous dit pas grand-chose de la biopolitique, j'en ai fini. Si on fait une lecture aussi étroite de la biopolitique, au fond c'est une lecture hygiénique, médicale, hein, je crois qu'il faut élargir la focale hein, et voir la biopolitique, hein, pour nous conservateurs, pour nous réactionnaires, pour nous révolutionnaires, peu importe, hein, pour nous décroissants, en tout cas pour moi décroissants, il faut voir la biopolitique comme une écologie intégrale. Hein. Voilà. Merci. Merci François Bousquet. Je pense qu'on peut applaudir cette intervention. J'ai une première question posée aux sociologues, posée au prisme, enfin, à laquelle on peut répondre par le prisme de la biopolitique, c'est cet homme moderne. Alors on n'en a pas beaucoup parlé puisque c'est plus ou moins entendu que nous sommes en train de nous couper de nos racines naturelles, que nous vivons dans un monde mondialisé qui va vers le transhumanisme. Nous n'allons pas perdre de temps à caractériser cet homme. Mais cet homme moderne est-il réellement coupé de son socle naturel? Michel Maffezoli, vous amusez, parce que je sais que vous êtes joueur, justement à voir dans la modernité la résurgence d'archaïsmes, de permanences qui viennent du fond des âges et qui finalement ressurgissent sous le vernis de la modernité. Est-ce que cet homme moderne, cet homme des villes, on va le dire, est-il finalement si coupé de ça, de son socle naturel? Un autre exemple, il y a une mode que moi je trouve assez positive, c'est le retour à une certaine naturalité, à une vie saine par les citadins. Alors ils sont dans des villes bétonnées, nous sommes dans des villes bétonnées et beaucoup de gens aspirent à une vie plus saine, plus naturelle. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est un mouvement de fond à accompagner? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que j'en pense? Beaucoup de choses. Alors tout d'abord, moi je fais cette opposition, vous l'avez compris, entre l'homme moderne et l'homme postmoderne en gestation. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des époques qui durent 3-4 siècles. Entre les époques, il y a des périodes où ça grouille, où on prend peu à peu conscience que quelque chose est en train de cesser et qu'il y a l'émergence d'autre chose. Les astrophysiciens montrent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer s'en est éteint, ça continue d'exister. C'est ce que nous vivons actuellement. L'homme moderne, si on emploie ce mot, eh bien, ça sera l'institution, hein, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, ce qui, de mon point de vue, est totalement en déphasage avec la société officieuse, et en particulier des jeunes générations qui ne sont plus modernes. Qu'est-ce que l'homme moderne? C'est l'individualisme, le cogito ergo sum cartésien, c'est le rationalisme, rationalisation généralisée de l'existence weberienne, Ensäuberung der Welt, le désenchantement du monde, et c'est le progressisme, demain on rasera gratis. Voilà les 3 mots qui caractérisent la modernité. C'est ce qui est officiel, ce qui reste encore le propre de nos institutions éducatives, politiques et économiques. Et on voit que ça craque de partout. Pour moi, l'ère qui est en jeu actuellement, c'est l'ère des soulèvements. Et je postule qu'il va y avoir une multiplicité de ces soulèvements. Non pas la révolution vers un but précis, mais au contraire des insurrections, révoltes, soulèvements. Et les mois qui vont venir vont montrer ces soulèvements. Il y en a assez. C'est-à-dire un moment où, dans le fond, on ne se sent plus représenté par cette élite au pouvoir. Cette grande dame de la pensée, Hannah Arendt, quand elle parle de l'idéal démocratique, montre que dans le fond, j'ai une représentation philosophique. Vous en êtes convaincu, vous me donnez votre voix. C'est une représentation politique. Actuellement, un élu en France est élu avec 10% des voix. Où est la représentation? Et dès lors, eh bien voilà, il y a ces soulèvements. Et ce qui est en train d'émerger, c'est pour ça que moi je suis assez en désaccord avec ce que vous venez de dire, cher ami. Ce qui est en train d'émerger, c'est qu'au-delà de cet individualisme officiel, il y a, si je reprends ici une expression heideggerienne, l'ère du nous qui est en gestation. J'appelais ça tribu à l'époque, pour provoquer, pour faire un peu choc. Je dis actuellement idéal communautaire en gestation. Un peu m'inspirant ici d'Hannah Arendt. Idéal communautaire, c'est-à-dire non pas encore une fois le « je pense », mais « je suis pensé ».
Non plus simplement la raison, mais la raison sensible, l'émotionnel. Non plus simplement demain on rasera gratis, ce progressisme, mais cette progressivité que j'ai appelée l'enracinement dynamique. Non plus la flèche du temps, non plus le cercle, mais la spirale. Voilà mon hypothèse. Mais coupé de son socle naturel? Vous pensez que c'est possible? Non, au contraire, justement, qui est en train... Cet homme postmoderne, j'ai essayé un peu de le dire allusivement tout à l'heure, hein, et c'est moi un peu l'objet de mes divers livres, en particulier mon livre sur l'écosophy, où je montre qu'il y a ce retour, encore une fois, de la terre-mère. Quand j'ai dit matrimonium, qu'est-ce que c'est que l'invagination du sens? Je vous prie de m'excuser, cette expression n'est pas heureuse. Mais dans le fond, c'est tout simplement... Regardez comment en français, le mot « sens » signifie toujours finalité, là où l'on va. N'a de sens que ce qui a du sens, que ce qui va quelque part. Actuellement, eh bien, il peut y avoir du sens sans qu'il y ait un sens, c'est-à-dire sans qu'il y ait un but. C'est ça la signification. Et c'est ça cette invagination du sens, c'est-à-dire ce qui revient à la terre-mère. Alors, le mot matrie de Chateaubriand me convient bien quand il parle de Combourg. Qu'est-ce que c'est que la matrie chez lui? C'est le vent, c'est le ciel, c'est les arbres qui étaient ceux qui ont conforté son enfance. Donc moi, je pense qu'il y a ce retour au naturel, si vous voulez, qui est très fort. Mais comprenez-moi bien, une sensibilité écosophique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas théorisé. C'est pour ça que le mot concept n'est pas pertinent. Concepire, ça veut dire enfermer. Donc on ne peut pas enfermer ce qui est actuellement en train de se diffuser, ce qui est dilu, etc. Mais il faut se purger en quelque sorte de ces mots qui nous ont obsédés. Hein, encore une fois, et de ce point de vue, moi je discute souvent avec quelques amis qui sont transhumanistes, qui s'inscrivent bien dans cette idée de modernité. Qu'est-ce que c'est que la modernité? On va dépasser la mort. La modernité est dramatique. Dramein, drao en grec, c'est il y a une solution, il y a une résolution. Ce à quoi nous sommes confrontés de plus en plus, c'est le retour du tragique. Le tragique, il est aporique. Aporein, pas de solution. Il faut faire avec, il faut bricoler. C'est ça la nature. C'est ça, quand je disais tout à l'heure, les intimations naturelles auxquelles on est confronté. Il faut se débrouiller, je pourrais le dire d'une manière plus vulgaire. Hein, alors je ne le dirai pas. Mais enfin, il faut rentrer dans un bricolage existentiel, si je le dis un peu à la manière lévi-straussienne. Et c'est ça, ce rapport à la nature. François Bousquet, vous partagez ce point de vue? Alors, soit je réponds à Michel Maffezoli, soit je réponds à... Répondez à Michel Maffezoli. Je ramose sur votre question, enfin sur ta question. Moi, j'aimerais partager votre optimisme sur cette question de la révolte. Il y a eu des travaux très intéressants, entre autres d'auteurs écologistes. Un qui nous est cher à beaucoup d'entre nous, Jacques Ellul, a beaucoup écrit sur la question, l'opposition révolte-révolution. Et le problème de la révolte, c'est qu'elle n'accouche sur rien. Le problème de la révolte, c'est les gilets jaunes. C'est que ça... parce que la révolte ne se projette pas. La révolte, Jacques Ellul compare la figure du révolté en l'opposant à la figure du révolutionnaire. Il la compare à un personnage de l'agent secret, un roman de Philippe Conrad. Et l'agent secret le roman de Philippe Conrad, il va arrêter l'horloge du temps, puisque le temps ne le satisfait pas. Donc il projette de faire un attentat contre Greenwich, contre le temps zéro, contre le point zéro. Et c'est ça la question de la révolte. Quand on s'intéresse à la révolte sur la longue durée, c'est que la révolte échoue massivement, tout le temps. Ne réussit que la révolution. Parce qu'il faut se projeter, parce qu'il faut porter une alternative. La révolte ne porte pas d'alternative. Ce qui fait qu'elle est impuissante. Moi, je suis révolté par mes origines familiales, étant poujadiste, célinien, je suis né révolté. Mais je vois bien à quel point la révolte n'arrive pas à accoucher d'un lendemain convaincant et parlant. Sur la question, moi, je trouve au contraire qu'on est pris dans un interrègne, dans un entre-deux. On est pris parce que les sociologues appellent des injonctions contradictoires. C'est avance, recule, va en ville, va à la campagne. Et donc, ça fabrique des schizophrènes. Et nous sommes une société qui est dévorée par la schizophrénie. On est dévoré par les appartenances multiples. On est français, on est homosexuel et américain, avec 3 nationalités. Comment se situer dans un monde qui nous prive précisément de la terre-mère, des origines? Comment quitter la ville? Moi, j'ai quitté la ville il y a 12 ans avec mon épouse pour nous installer à la campagne, mais je suis un tricheur. Moi, je suis ce qu'on appelle un rurbain. C'est la contraction d'urbain et de rural. Mais je sais que la société, enfin notre monde, l'Europe, s'est construite dans les villes. Comparez les civilisations sans ville et les civilisations avec ville. Et du reste, les sociétés sans ville ne sont pas considérées, aujourd'hui on ne peut plus en parler, mais les ethnologues, il y a 50 ans, les envisageaient pas en termes de civilisation. L'écriture, elle naît à Sumer.
Ce qui nous réunit aujourd'hui, la politique, la philosophie, ça naît à Athènes, hein, ça n'est pas à la campagne. Hein. Donc c'est un refuge, hein, mais je sais que quand je vais à la campagne, j'y vais depuis 12 ans, pour moi c'est un refuge. Je fuis le social. Hein. Or on ne peut pas fuir le social, nous sommes des animaux sociaux. Donc nous devons venir en ville. Hein. Or la ville nous tue. Donc on retombe sur les contradictions qui sont les nôtres, hein, et qu'on n'arrive pas à solutionner. Moi, sur la ville, je voudrais parler sur la ville parce qu'elle me fascine, la ville. Hein. J'ai toujours en tête un passage de Xavier dans un bouquin de Roffer où Roffer raconte le Brésil, la ville au Brésil. Hein. Et il dit, Roffer, qu'entre Sao Paulo et Rio de Janeiro, il y a à peu près 500 km hein, où il n'y a que du bâti. Mais c'est des paysages hermaphrodites. Hein. C'est pas des villes et c'est pas des campagnes. Hein. Et qu'est-ce que c'est qui n'est pas la ville et qui n'est pas la campagne? C'est la banlieue. Donc en gros, il n'y a que la banlieue. Et la banlieue, c'est androgyne comme paysage. Hein. Tous nos paysages sont androgynes, hein, sont laids. L'indifférenciation, elle est aussi dans l'architecture. Hein. On n'arrive pas à accoucher d'une forme. Hein. Même là, on le voit, on accouche de l'informe. Nous, on est la forme de l'informe. Hein. Donc j'ai beaucoup d'espoir politique. Hein. Mais en termes de renouveau civilisationnel, je suis plus réservé. Pour la première fois, il y a beaucoup plus de citadins que de ruraux. C'est des phénomènes inconnus dans l'histoire du monde. Hein. En 2008, il y a eu plus de citadins que de ruraux. Ça n'était jamais produit jusqu'à présent. Sur ces citadins, il y a entre 1 à 2 milliards de gens qui vivent dans des bidonvilles. Toujours les paysages androgynes. Toujours l'impossible. Hein. Comment quitter la ville hein? Je crois qu'il y a un livre de cette affreuse Christine Angot qui doit quitter Paris ou j'en sais trop rien. Mais comment quitter la ville hein? Comment retrouver les étoiles hein? Moi, à la campagne, je suis d'éducation chrétienne, hein, mais je suis intéressé, intrigué par le paganisme. Hein. Mais comment concevoir le paganisme en ville hein? C'est pas possible. Hein. Il faut avoir la voûte céleste. Hein. Comment peut-on être païen en ville hein? C'est absolument impossible. En ville, l'homme regarde l'homme. Hein. Et c'est pire maintenant. La nouvelle génération, elle ne regarde pas l'homme. Hein. Elle regarde l'écran. Donc, pour retrouver le cosmos, je crois en effet qu'il faut qu'on puisse s'abstraire. Hein. On ne peut pas quitter la ville, hein, mais peut-être qu'on peut faire ce que le confinement nous a permis de faire. Hein. En tout cas, nous, sociologiquement bourgeois, 20% des Parisiens ont quitté Paris. Moi, j'ai trouvé refuge chez moi pendant 2 mois. Ça a été une période d'hibernation où j'ai pu écrire, lire, me reposer, redécouvrir ma famille, hein, ce qui n'était plus le cas depuis très longtemps. Alors peut-être qu'il faudrait que... Moi, je trouve qu'on ne réfléchit pas assez sur les conséquences du confinement. Est-ce que ça a changé nos vies ou pas? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, pendant 2 mois, ça a changé ma vie. Je me suis dit, waouh, c'est formidable, l'hibernation est formidable. Hein. C'est la décroissance imposée, où je suis plutôt stoïcien, et je pense que le stoïcisme de notre temps, c'est la décroissance. Sinon, on va à la catastrophe. Hein. Mais pour ça, il faut qu'on puisse se retrancher, avoir une retraite et un abri. Ouais. Les maires verts de Lyon, Grenoble, Bordeaux ne veulent pas quitter la ville. Leur électorat... Juste un instant. Oui. J'aimerais répondre. Alors allez-y. Vous m'avez dit conversation. Oui, conversation, bon. Allez-y. Disputatio, hein, antique. Hein. Bon, s'il y a une conversation, il faut qu'elle ait lieu. Hein, allez-y, voilà. Cher monsieur. Non, excusez-moi. Puis-je vous tarabuster un peu, quand même? Bon, moi, tout d'abord, je ne suis pas révolté. Hein. Je suis un petit bourgeois, rationaliste, producteur, reproducteur, donc je suis classique. Hein, voilà. Et j'ai la vêture ad hoc, hein, d'ailleurs. Je ne suis pas du tout en révolté. Non, cela dit, réfléchissons à ça. Il y a des temporalités différentes suivant les époques, justement. Et pour le dire en termes grecs, il y a 2 temporalités que l'on voit successivement. Il y a le chronos, la chronologie, l'histoire. C'est ce qui a marqué la modernité. Ça, c'est le projet dont vous avez parlé. Hein, projectum, je jette un but en avant. Et vous avez raison, ce terme de projet est ce qui a caractérisé la modernité. Projet, voilà. C'est fini, ça. Et de ce point de vue, la révolution, dans le sens classique utilisé habituellement, s'inscrit dans ce projet. En effet, arriver à construire, j'ai dit les lendemains qui chantent, je le dis à la manière marxienne, mais de toute façon, c'est un peu ce qui est en jeu dans cette espèce de, en gros, comment dire, d'une vulgarisation du marxisme qui prévaut actuellement, jusque y compris chez les gens de droite, à bien des égards, hein, avec la domination de l'économie. À l'opposé de cette chronologie, de ce chronos, il y a des moments, et à mon avis nous y rentrons, ça a donné des belles choses, où ce qui est en jeu c'est kairos.
Kairos, vous en souvenez, c'est un dieu qui est chauve. Il faut l'attraper sur le moment parce qu'on ne veut pas le saisir par les cheveux quand il a tourné les talons. C'est quoi ça? C'est la bonne occasion, l'opportunité. C'est ce qui est en train de se passer de nos jours. C'est ce que j'appelle moi le présentéisme. C'est-à-dire en quelque sorte, non pas se projeter vers le futur, mais s'accorder tant bien que mal à ce qui se présente. C'est cueillir aujourd'hui les roses de la vie. C'est le carpe diem d'antique mémoire, etc. Vous voyez, on a des quantités d'époques, justement, où ce qui prévalait, c'était le kairos. C'était pas le chronos, c'était pas ce qui était un peu plus tard. Dès lors, on peut en avoir la nostalgie, mais le projet est saturé. Il y a une saturation, et en particulier ces jeunes générations qui sont beaucoup plus attentives à ce qui se présente. Voilà, premièrement. Sur la ville, moi je vais très souvent à São Paulo et à Rio et au Brésil. Et quand j'ai écrit mon livre « Le temps des tribus », c'était un peu pour ça, un peu d'une manière provocante, pour rappeler qu'au-delà de la société, dans les jungles stricto sensu, la tribu c'est quoi? C'est serrer les coudes pour lutter contre l'adversité. Végétale, animalière, des autres tribus, etc. Et que dans le fond, dans les jungles de pierre, bien sûr Paris est une petite bourgade, mais quand on va à São Paulo, quand on va à Rio, à Séoul, à Mexico, etc., ce sont des jungles de pierre. Et dans ces jungles de pierre, eh bien justement, il y a une multiplicité de tribus actuellement. Partage d'un goût musical, religieux, culturel, sexuel, qui en quelque sorte serre les coudes, si je puis dire ainsi. Voilà, moi, ce qui me paraît être en jeu. Le kairos et la multiplicité de ces tribus, idéal communautaire, peu importe en la matière. Et du coup, ben voilà, il faut être attentif au fait qu'il y a un glissement temporel. On peut le regretter, ce glissement temporel. Alors si on veut être révolutionnaire, pourquoi pas? Revenons à l'étymologie révolution, revolvere. Voire revenir quelque chose que dans notre progressisme bené, on avait cru dépasser. Alors là, je suis d'accord. Il y a retour de cet archaïsme. C'est pour ça que je dis, moi, synergie de l'archaïque et du développement technologique. Les tribus et Internet. Et vous répondre et te répondre, puisque la question des maires écolos se pose. Sur cette question de la jungle, moi je reste plus les deux grands dieux grecs. C'est Apollon, bien sûr, mais c'est pas Dionysos, c'est Orphée. Je suis plus attaché là aux figures orphiques, aux figures poétiques, qu'à Dionysos. Rémi vous en a parlé. Que font les Grecs quand ils passent de l'âge des Titans à l'âge quand ils deviennent des Européens, des proto-Européens, enfin quand ils deviennent nos aïeux? Puisqu'on se réclame d'eux, ce sont nos aïeux. Ils ordonnent le monde, ils ordonnent le chaos, ils ordonnent la jungle. Et la grande tentation, me semble-t-il, de notre époque, à tous les égards, c'est ce qu'on appelle en thermodynamique, mais c'est l'entropie. L'entropie, c'est le chaos, c'est le désordre. Notre monde est menacé par des cercles centrifuges qui l'éloignent de son noyau, qui l'éloignent de son cœur, même à la limite, au niveau géologique et terrestre, qui éloignent la Terre, qui sortent la Terre de son axe, à beaucoup d'égards. Et tous les gestes de toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, pas seulement les Grecs, pas seulement les Européens, les Chinois, c'est ordonner le monde en produisant une forme. Les Chinois, c'est la pagode, les Égyptiens, c'est la pyramide, les Mayas, c'est la pyramide sacrificielle. Nous, c'est l'Arc de Triomphe, nous, c'est la cathédrale. Nous ordonnons le monde, nous créons du monde, et pas de la jungle. Je ne vois pas comment, à partir du désordre, on peut créer de l'ordre, sauf à jouer sur les mots. Peut-être vous me répondrez. Mais enfin, je voudrais simplement dire après un mot sur les. On avait parlé avec Romain sur les maires écolos, vous avez tous vu. Sur les délires de l'écologie, mais là aussi, interrogez-nous, pardonnez-moi, mais est-ce que nous, gens de droite, nous, conservateurs, révolutionnaires ou réactionnaires, peu importe, n'avons pas délaissé ce continent qui est l'écologie? Depuis 50 ans, en fait, on a laissé l'écologie à la gauche, à l'écologie politique, qui a politisé à mort l'écologie, pour en faire la chose qu'on a sous les yeux, complètement délirante et qui n'est absolument pas écologique. Mais est-ce que c'est pas parce que nous avons renoncé, sous l'influence en particulier de la droite américaine? Je pense aux libéraux, on n'est pas concernés par ce sujet, nous, ici présents dans la salle. Mais la droite libérale, de fait, a été contaminée par les Tea Party. Les Tea Party, c'est Sarah Palin. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vice-présidente, pas élue, dont le mot d'ordre était fort bébé, fort du pétrole. On le voit sur les questions du réchauffement. Nous, on a abandonné, c'est dommage qu'on a abandonné cette écologie, puisque c'est nous qui l'avons pensée. Tous nos auteurs, absolument tous nos auteurs, depuis 150 ans,
toute la pensée contre-révolutionnaire, hein, tous les grands romanciers auxquels nous sommes attachés, Giono, Perret, Ramu, Vincenot, mais je peux en citer 10 autres, hein, nous ont prédisposés mentalement à épouser une vision du monde écologique. Hein. Alors, est-ce qu'on va la laisser indéfiniment à ces maires écolos qui sont absolument qui sont délirants? Puisque pour eux, il y a une nature qu'ils veulent sanctuariser, c'est pour te répondre. Hein. On sanctuarise la nature, en fait, en créant des parcs naturels. Hein. Pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'on a une vision muséale du vivant, ce qui est inquiétant. Elle est justifiée puisqu'il y a une érosion de la diversité des espèces, de fait. Hein. Mais il n'empêche, hein, mais il n'y a pas de nature humaine. Hein. C'est-à-dire qu'on veut bien relocaliser l'économie, mais pas les hommes. Hein. On veut bien relocaliser l'économie, mais avec des migrants. On ne veut pas d'OGM dans nos assiettes, mais on veut des trans hein, dans nos sociétés. Pour l'anecdote, il y a eu un dilemme, un grand débat théologique au sein d'Europe Écologie Les Verts il y a 6-7 ans, lors des précédentes municipales. Hein. À Toulouse, hein, la parité oblige, il fallait un homme, une femme, un homme, une femme. Hein. Et bon, les écolos font un homme, une femme, et puis tout d'un coup, il y a un trans. Hein. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme hein? Donc tant que les écologistes ne résoudront pas, les écologistes, je m'entends, politiques, hein, ce genre d'impensé, ce genre de contradiction, c'est-à-dire tout relocaliser les économies, mais pas les hommes, pas les espèces, hein, nous considérer, nous, humains, comme bénéficiant d'un privilège d'extraterritorialité, qui fait que nous ne relevons pas, nous, en tant qu'humains, des espèces vivantes, hein, ce qui est une absurdité en termes d'éthologie, en termes d'écologie, en termes de comportement animal. Hein. Donc emparons-nous de cette écologie qui est faite pour nous, puisque l'écologie, c'est le retour à la terre, c'est le réenracinement, c'est la redécouverte du foncier, de la profondeur des choses, des êtres. C'est une école de pensée qui est faite pour nous, l'écologie. Comme le prouve cette journée. Michel Maffezoli, nous allons arriver au terme de cette petite discussion. Bien sûr, je vous donne la parole, à vous. Oui, on pourra discuter à la cafette. C'est pas nécessaire. J'ai dit tout à l'heure, être attentif aux mots, hein, qui deviendront des paroles. C'est en ce sens que le mot concept ne me paraît pas convenable, le mot écologie non plus. Et que, là encore, soyons attentifs au fait qu'il n'y a pas lieu d'être conservateur. Le conservateur, c'est la gauche, c'est le bourgeoisisme. Réactionnaire, ça, c'est tout à fait autre chose. La réaction, c'est justement revenir, encore une fois, à ce que l'on avait cru dépasser, j'ai bien dit, dans notre progressisme bené et destructeur. Et du coup, il faut avoir cette autre temporalité. Vous voyez, plutôt que des ruptures, il est un mot très simple, moi, que j'essaie de proposer au débat, ça ne marche pas trop, mais je le redis quand même, c'est le mot de saturation. La saturation, en chimie, c'est quand les diverses molécules composant un corps donné ne peuvent plus rester ensemble, destruction, divorce. Et dans le même temps, je dis bien dans le même temps, ces molécules rentrent dans une autre composition. C'est la décadence et la renaissance. Eh bien, il faut être attentif, si vous voulez, à cette décadence, cette renaissance. C'est cela, moi, que j'appelle sensibilité écologique, écosophique. Hein, quelque chose qui est en train de se diffuser, qui ne se formalise pas, qui encore ne se théorise pas, mais qui traduit bien, en effet, ce retour à la nature, cet enracinement dynamique, qui est plus vécu que pensé, et c'est à nous d'arriver à donner les termes pour arriver à penser ce qui est largement vécu. Merci. Nous allons devoir conclure. Je rappelle que nos deux amis dédicacent leurs livres respectifs sur le stand de la Nouvelle Librairie, dans la salle à côté. Vous aurez certainement l'occasion de prolonger un peu cette discussion absolument passionnante, mais voilà, c'est le principe, on est obligé de faire court. François, un petit mot de conclusion, tout petit. Alors, deux choses, on devait aborder la question du transhumanisme, on l'a un peu occulté et évacué, mais simplement c'est une question que je vous soumets. Il nous sera difficile d'échapper au transhumanisme. Il y a un principe en physique, le principe dit de Gabor, qui veut que tout ce qui est techniquement concevable sera conçu. On ne peut pas lutter contre ça. On peut faire des moratoires autant qu'on voudra. Je veux dire, sur la GPA, c'est pas possible. On ne peut pas lutter contre ce qui est techniquement réalisable. Hein. Et le transhumanisme est techniquement réalisable. Hein. Et il contient une espèce de sacré qui est très dangereux pour nous et très ambivalent. Et une tentation qui est très forte pour nous. C'est-à-dire qu'au lieu de dire vous serez comme des dieux, le transhumanisme nous dit vous serez comme des machines. Hein. Vous serez éternels. Vous bénéficierez de l'éternité des machines. Hein. Ça va être très dur de résister à ça. C'est qu'il ne prenait pas la réincarnation des corps ou la résurrection des corps, il prenait la régénération des cellules. Ça, c'est en débat, parce qu'on ne peut pas l'aborder. On n'a pas le temps. Et la dernière chose, une seule chose que je vais vous dire, Juvin a l'habitude, il intervient tout à l'heure, de diviser le monde en deux espèces. Hein.
il y a les colons, ce qu'il appelle les colons, les Américains en l'occurrence, qui ne vivent pas sur Terre. Ce sont des inhabitants. Eux, ça ne les intéresse pas de pourrir la Terre. C'est pas grave puisqu'ils iront sur Mars. Hein. Et puis il y a les indigènes. Hein. Nous sommes des indigènes. Nous sommes attachés au territoire. Hein. Et il y a un philosophe, Husserl, un père de la phénoménologie, qui a écrit un texte posthume génial hein, qui s'appelle « La Terre ne se meut pas ». La Terre ne se meut pas. Et Husserl nous invite à révoquer l'hypothèse héliocentriste, hein, conceptuellement, par un effort de pensée. Il veut dire par là que nous n'avons qu'un astre originaire, hein, qui est la Terre. Hein. Nous sommes des indigènes attachés à la Terre. Si nous la pourrissons, les colons, ils iront sur Mars. Hein. Ils n'en ont rien à branler, les colons. Nous voulons rester ici. Donc la Terre ne se meut pas. Il n'y a qu'une Terre, il n'y a pas de Terre de substitution. Ce qui fait autre raison de plus, hein, pour nous, conservateurs, réactionnaires, etc., peu importe, hein, d'être fidèles hein, à cet astre d'origine hein, qui est le nôtre. Hein. Merci. Merci, on peut applaudir Michel Maffezoli et François Bousquet. Merci beaucoup.